Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode sur la thématique de la matière. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question ensemble, expliquer l'existence des noyaux. En effet, on a tous vu à l'école que les charges positives et négatives avaient tendance à s'attirer, un peu comme la gravité attire deux corps, mais que les charges, disons de même signe, ont tendance à s'éloigner. Alors, comment peut-on expliquer l'existence des noyaux? En effet, les noyaux, c'est quelque chose qui est globalement positif, dans lesquels les nucléons, et entre autres surtout les protons, ont tendance à rester en contact, proches. C'est un peu contre-intuitif, et ça, on n'a pas tendance à nous l'expliquer à l'école. Alors, pour ce faire, on va devoir découvrir un tout nouveau monde, le monde du modèle standard de la physique des particules, et rentrer dans les interactions fondamentales et dans les particules élémentaires. Et pour cette première approche, on va travailler donc avec le noyau. Alors, la dernière fois, nous en étions restés à un modèle de l'atome qui était composé d'un noyau globalement positif et d'électrons qui tournaient autour. Donc l'électron, c'était un objet quantique qui n'a pas réellement de position, mais plus une probabilité de se trouver à un endroit donné. Et le noyau, c'était composé de protons et de neutrons. Et puis, on avait vu ensemble qu'on pouvait classifier les éléments en fonction de leurs caractéristiques dans un tableau par ordre croissant de masse atomique, c'est-à-dire par ordre croissant de protons dans le noyau, et qu'il existait des isotopes, c'est-à-dire des éléments qui ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. Et aujourd'hui, pour faire une analogie, on va essayer de travailler dans un premier temps sur la taille de ces éléments, la taille des noyaux, des atomes et des molécules. Et je me suis rendu compte qu'on se donne une assez bonne idée des objets de grande taille. Pour nous, le fait que la Terre a un diamètre d'environ 10 puissance 7 mètres, en fait son rayon fait à peu près 6300 km, c'est pas forcément choquant, et pourtant c'est très grand, c'est pas quelque chose qu'on peut observer à notre échelle. Et un objet de notre échelle classique, qui peut être par exemple cette balle de tennis, elle est 10 puissance 8 fois plus petit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je prends un objet 10 puissance 8 fois plus petit qu'une balle de tennis? Eh bien, on obtient ici une surface, donc là c'est un carré, de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres carrés. Donc 10 puissance moins 9, c'est ce qu'on appelle le nanomètre, donc d'un nanomètre carré. Dans un nanomètre carré, on va avoir à peu près une douzaine de molécules d'eau. Donc c'est des petites molécules constituées seulement de 3 atomes. Mais on se rend compte qu'en fait, en zoomant 10 puissance 8 fois sur une balle de tennis, on pourrait observer ça. Alors en pratique, bon, il faudrait que ça soit un verre d'eau, mais c'est pour se rendre compte des distances et voir qu'en fait, la Terre est très grande par rapport à nous, mais que finalement transformer la Terre en une balle de tennis, ça ne permet pas de zoomer suffisamment pour aller jusqu'au noyau. Il va falloir aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qui se passe si je zoome encore 10 fois et que j'arrive autour de 10 puissance moins 10 mètres? C'est ce qu'on appelle un angstrom en physique. L'angstrom, en fait, c'est l'ordre de grandeur moyen de la taille d'un atome. Un atome, ça fait entre 0,5 angstrom pour le plus petit, l'hydrogène, et 2, 2,5 angstrom pour les plus gros. Donc ce qu'on appelle la taille relative d'un atome, en tout cas, bon, il y a différentes façons de la définir, mais ça correspond à la probabilité de trouver des électrons, et on va mesurer cette distance entre deux liens d'électrons. Donc on avait vu que l'électron il pouvait être un peu partout, ce qui explique cette couleur un peu grisée et de plus en plus noire au centre. Puis ici j'ai pris un atome d'hélium, donc on a deux protons et deux neutrons. Et si on zoome encore 10 puissance 5 fois, on va obtenir l'ordre de grandeur de la taille du noyau de cet atome d'hélium qui est le Fermi ou femtomètre, 10 puissance moins 15 mètres. Donc là, on sait à peu près la taille d'un noyau. Et de quoi est constitué un noyau? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui, puisqu'on a vu que classiquement, le noyau, ça n'a aucune raison d'exister, puisque les protons, ici en rouge, qu'on a étudié la dernière fois, ils sont chargés positivement, ils auraient tendance à s'éloigner l'un vers le haut, l'autre vers le bas, et détruire la cohésion de notre noyau. En pratique, un proton, comme un neutron, un nucléon de manière générale, ce n'est pas une particule élémentaire. C'est composé de trois particules, qu'on va appeler des quarks. Et ces quarks-là, ils ont chacun une charge élémentaire, qui n'est pas une charge entière, mais de manière à ce que la somme des trois charges
sont entières pour le proton 1 et pour le neutron -1. En pratique, c'est constitué de quarks qu'on appelle up et down. Et les quarks up ont une charge de 2 tiers et les quarks down de -1 tiers. Donc, avec les deux quarks up, vous avez une charge de 4 tiers, -1 tiers, une charge de 1 pour le proton. Puis ici, un quark up pour le neutron, soit 2 tiers, -1 tiers, -2 tiers, égale 0 pour le neutron. Donc, on obtient bien les charges, mais ça explique toujours pas pourquoi ça existe, puisque finalement, on a juste zoomé et on s'est rendu compte qu'il y avait deux charges positives, ici up, qui restaient collées. Il y avait une cohésion, qu'il doit se passer quelque chose, une interaction entre au moins ces deux particules, et en pratique ces trois particules, pour que le proton reste à une distance donnée, que le proton n'explose pas. Et en fait, si je représente ça un peu différemment, que je zoome, on se rend compte qu'il y a des espèces d'interactions, ici représentées par ces espèces d'ondes ou de ressorts, qui font que les quarks up et les quarks down, eh bien, ils restent à une distance donnée les uns des autres. Alors si je le représente autrement, on peut voir que c'est un peu, donc, comme je disais, comme des ressorts. Et ici, ce lien, ce ressort, ça va être ce qu'on appelle un boson. Un boson, c'est une particule élémentaire particulière, puisque, en fait, son rôle, ça va être de transmettre une interaction. Alors, vous en connaissez déjà certains, vous avez sans doute tous entendu parler du photon, qui porte l'interaction électromagnétique, donc en pratique, qui est responsable de la lumière, mais aussi de toutes les ondes électromagnétiques, que ce soit les radios, les micro-ondes, les ultraviolets, etc. Donc le photon, c'est le porteur de l'interaction électromagnétique. Mais cette interaction-là, c'est une interaction qui a lieu au sein des nucléons, donc au sein des neutrons et des protons, qu'on appelle une interaction forte, parce que c'est une interaction qui est la plus puissante à courte distance. D'ailleurs, vous voyez qu'elle bat l'électromagnétisme puisqu'elle permet de rester liés ces deux charges identiques, positives. Et en pratique, à quoi ça ressemble cette particule? Bien, si on arrive à zoomer sur un proton ou un neutron, en fait, on va voir que c'est une espèce de mer de particules à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment que trois particules, ces trois quarks. Il y a des interactions qui ont lieu, on voit ici, puis il y a plein de petites particules. Et si je veux schématiser ça, ça ressemble au dessin ici. Donc on a toujours deux quarks up, et un quark down pour donner une charge totale au proton de 1, et puis on a des petites particules ici. Ces petites particules, en fait, c'est ces vecteurs d'interaction qui nous intéressent. Et c'est ce qu'on appelle des gluons. Des gluons, pourquoi? Parce qu'ils collent les quarks entre eux. Et ces gluons, eh bien, c'est eux qui vont permettre de servir de ressort, entre guillemets. Quand l'un des quarks va essayer de s'éloigner, il va être ramené, et vice-versa. C'est aussi eux qui vont expliquer que deux quarks ne peuvent pas rentrer en contact les uns sur les autres. Le noyau ne peut pas se désagréger entièrement. Sinon, car cette force qu'on a décrite a priori, elle avait l'air d'être attractive puisqu'elle luttait contre la force électrostatique. Mais en vérité, c'est vraiment plus comme un ressort qu'il faut le voir. Et ça agit à une distance donnée entre deux quarks. Alors voilà, ces quarks et ces gluons, ils ont une propriété que je qualifierais presque d'intrinsèque et au moins aussi importante que les propriétés classiques que vous connaissez sur les objets, qui peuvent être leur taille, leur masse, leur charge électrique, etc. C'est ce qu'on appelle une charge de couleur ou une charge forte, du fait qu'on appelle ça l'interaction forte. Et en fait, pour les quarks, on a trois couleurs qui existent: le rouge, le vert et le bleu. Et la somme de ces trois couleurs, comme vous avez sans doute dû l'étudier à l'école, ça donne du blanc. C'est la superposition des couleurs. C'est les couleurs primaires en quelque sorte, le rouge, le vert et le bleu. Mais c'est encore un peu plus complexe que ça. Parce qu'en réalité, il y a l'existence de la matière, mais il y a aussi une existence de ce qu'on appelle l'antimatière. En effet, il existe des antiquarks, des éléments qui ont trois couleurs, qui sont les couleurs opposées. Donc l'antiquark du bleu a une couleur jaune, l'antiquark du rouge a une couleur cyan, et l'antiquark vert du quarks vert a une couleur magenta. Et on remarque également que trois antiquarks ensemble vont donner une couleur globale blanche. L'idée ici, c'est qu'un objet physique, pour qu'il existe,
il faut qu'il ait une charge de couleur nulle, comme un proton qui possède 3 quarks, un rouge, un vert, un bleu, ou un neutron pareil, un rouge, un vert, un bleu. Eh bien, une antiparticule, ou un objet d'antimatière en tout cas, comme un antiproton ou un antineutron, il doit avoir 3 antiquarks de couleur, de telle sorte que les couleurs vont se compenser et donner du blanc. Ce que j'ai symbolisé ici. Donc rouge plus vert plus bleu égale cyan plus magenta plus jaune égale blanc. Et puis, si on va aller encore un peu plus loin avec ce modèle, eh bien, on se rend compte que les gluons, ils ont aussi une charge de couleur. En fait, ils en ont deux. Une charge de couleur et une charge d'anticouleur dont je viens de parler. Ou plutôt une anticharge de couleur. Donc, prenons par exemple ce gluon. Il a une charge de couleur verte et une charge de couleur cyan. Puis vous pouvez prendre chacun des 6 gluons représentés ici. Ils auront à chaque fois à gauche une charge de couleur et une charge d'anticouleur. Et c'est ces gluons qui, en interagissant avec les quarks, vont émettre, entre guillemets, un transfert de couleur, changer la couleur du quark, se changer eux-mêmes de couleur, et changer la couleur du quark proche, qui vont permettre aux quarks de rester liés à une distance donnée et de former un noyau, de former un nucléon, excusez-moi, de taille à peu près constante. Et pour comprendre comment l'interaction forte permet donc au noyau de rester scindé, pour comprendre cette cohésion du noyau, en fait, il suffit de comprendre que l'interaction forte, elle agit sur les quarks via les gluons, mais elle peut aussi interagir entre les quarks de deux nucléons différents. Ici représenté par cette double flèche verte, l'interaction forte, et en fait tout simplement il y a des échanges de gluons entre les quarks de ce neutron et de ce proton, entre les quarks de ces deux protons, ce qui font que ces deux protons vont rester suffisamment proches les uns des autres, vu que leurs quarks sont restés suffisamment proches les uns des autres. Alors tout à l'heure je vous ai dit que cette interaction forte, elle était plus forte que l'électromagnétisme, ce qui expliquait la stabilité du noyau. Et en pratique c'est vrai quand on n'a pas beaucoup de protons, c'est-à-dire quand tout simplement il n'y a pas beaucoup de charges positives qui viennent sur ce proton lui dire de s'en aller. Mais s'il y a beaucoup de protons, si on a en fait un très gros noyau, c'est pas tout à fait vrai puisque l'interaction électrostatique et de l'électromagnétisme en général va être due à la somme en fait de toutes ces petites interactions des protons qui vont avoisiner ce proton. Et ce qui se passe en pratique, c'est que sur des gros noyaux, parfois ils peuvent être instables et c'est un phénomène de désintégration qu'on appelle la désintégration alpha qui va avoir lieu et l'émission de ce qu'on appelle un noyau d'hélium, de protons et de neutrons, de manière à obtenir un noyau final qui aura 2 protons et 2 noyaux de moins, et qui sera lui stable. À travers cette vidéo, on a pu illustrer le cas de deux interactions fondamentales, l'électromagnétisme et l'interaction forte. L'électromagnétisme qui explique grosso modo tout ce qu'on perçoit à notre échelle. En fait, c'est des répulsions entre des charges positives et négatives qui permettent à la matière d'être solide, de résister à une certaine charge, à une certaine pression. Et puis l'interaction forte qui permet la cohésion, disons, du noyau. La cohésion du noyau et des nucléons à l'intérieur. Et puis on voit que quand l'électromagnétisme devient plus fort que cette interaction forte, on va avoir des intégrations bêta. Mais en réalité, il existe deux interactions fondamentales supplémentaires. L'interaction faible, c'est une interaction qui est responsable de beaucoup des phénomènes de radioactivité, et notamment de la radioactivité bêta. Et l'interaction gravitationnelle, qui est l'interaction aujourd'hui la moins maîtrisée et la moins connue par les physiciens de notre temps. Et nous aurons l'occasion d'en parler dans de prochaines vidéos. Merci, et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.